Michou et j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Je vous retrouve pour parler update lecture, il y en a pas mal. Donc encore une fois à mon avis je vais pas pouvoir tout traiter dans cette vidéo-ci, mais ce n'est pas grave, on va faire tout ce qu'on peut pour pas que ce soit trop long. Des fois vous me dites, je sais, vous me dites non mais Kimi, moi j'adore les vidéos longues. Soit mais si je fais ça, bah en fait je vais vous faire un gros update lecture par mois et je me dis c'est dommage parce que c'est intéressant d'en avoir quelques-uns quand même dans le mois. Bon, c'est fluctuant par rapport à mon boulot on va dire en général, parce que bon bah forcément on a le temps qu'on a pour lire et pas plus malheureusement. Mais voilà, on va voir ça aujourd'hui et je peux enfin vous parler de la chronique des Bridgerton. Ça y est, c'est dans cette update lecture là. Oui mesdames et messieurs. Du coup j'ai essayé de vous écouter autant que faire se peut, la lumière naturelle en espérant que ce soit suffisant parce qu'il fait très gris aujourd'hui. Je vous ai laissé du coup l'angle avec mon petit fauteuil de lecture etc parce que ça avait l'air de vous plaire. Et puis on va pouvoir du coup enchaîner cette vidéo. Comme je vous ai dit, je vais pas vous faire attendre plus que ça, pardon. On va commencer avec le tome 1 de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Donc vous le savez, hein, J'ai lu réédite tout sous forme d'intégrale. Vous avez à chaque fois 2 tomes par bouquin. Donc dans le premier on va du coup rencontrer Daphné et le duc Simon. Sachez tout de suite que pour ceux d'entre vous qui ont vu la série Netflix, alors là c'est très différent. Netflix a pris énormément de liberté par rapport à ce qui est dépeint en fait dans l'histoire. Là on est uniquement concentré sur Daphné Bridgerton et Simon. Enfin Simon parce que l'autrice est anglaise, mais je risque de le dire à la française, je préfère vous prévenir. Il me semble que du coup c'est au 19e siècle que se déroule cette histoire et on va notamment suivre Daphné Bridgerton. Vous savez à cette époque-ci vous avez un petit peu la saison des mariages où c'est la période vraiment propice à la rencontre pour une femme de son futur époux et du coup il y a énormément de bals d'organiser etc pour pouvoir faire connaissance. Sauf que pour Daphné c'est un petit peu compliqué de trouver son époux dans la mesure où son grand frère Anthony qui est vicomte puisque leur papa est décédé, et en fait il est très exigeant. Bon en même temps Daphné ça a l'air d'être une petite perle, en tout cas au travers des yeux de ce grand frère, et il ne veut pas n'importe qui pour sa sœur en fait, tout simplement. Donc oui c'est un grand frère protecteur, c'est plutôt agréable me direz-vous, sauf qu'elle est très frustrée finalement parce qu'il y a personne avec qui elle se voit se marier, devenir une femme et concevoir des enfants, puisque à cette époque vraiment ce qui est ancré dans la tête c'est on trouve un mari pour fonder une famille. Voilà, c'est dans ce sens-ci, c'est pas pour vivre l'amour, etc. En fait, l'amour, c'est pas que c'est obsolète, c'est que c'est un bonus. S'il y a, tant mieux. Et s'il y a pas, c'est pas ce qu'on recherche en fait. Et un jour vient le personnage de Simon, qui est du coup un duc, mais aussi le meilleur ami d'Anthony. Et en fait, il va se passer quelques petites choses entre Daphné et ce fameux duc. Est-ce que c'est vrai ou non ? Là déjà vous avez une belle question de poser. Et si jamais ce n'est pas vrai, comment est-ce que ça peut évoluer? Si jamais c'est vrai, est-ce que c'est accepté aussi par Anthony, puisque vous avez un espèce de serment du petit doigt qui dit que on ne peut pas sortir, enfin se marier à cette époque avec notamment la sœur du meilleur pote. Vous doutez bien que Simon et Daphné, il va se passer quelque chose. Vraiment quelque chose. Vous avez vraiment le gros du truc du b.a.-ba. Et par exemple, pour vous noter des différences sans rien vous spoiler bien entendu par rapport à Netflix, déjà sur Netflix vous avez l'importance de la reine notamment, puisque les jeunes femmes sont présentées à la reine, elles ont plus ou moins leur aval, et quand elles ont l'aval de la reine, waouh, c'est quelque chose de fou. Et en même temps la reine réagit à différentes choses, etc. La reine n'existe pas là-dedans. Avec Julia, il n'y a pas de reine pour commencer. Et vous avez aussi notamment la présence de Lady Whistledown à la téloche, enfin à Netflix. Et en réalité, Lady Whistledown là-dedans, elle fait un petit peu au début de chaque chapitre quelques lignes. Donc en fait, Lady Whistledown, c'est une personne qui écrit des choses, des rumeurs, ce qu'elle entend, etc. sous forme de journal. Ce n'est absolument pas normal de faire ça à cette époque-ci, donc elle se cache, son identité reste donc inconnue. Mais il n'empêche que nous on a quelques lignes là-dessus, mais on se pose pas plus de questions de ça en fait. On se dit que c'est dans l'histoire et que ça va justement nous remettre dans le cadre, etc. etc. Alors que sur Netflix, c'est vraiment très important, où il y a toute une partie où il y a d'autres personnes, d'autres protagonistes Bridgerton qui sont là pour essayer de se demander mais qui est cette Lady Whistledown? Je vais essayer de la trouver, il y a tout ce côté enquête, etc. Il n'y a pas là-dedans, il n'y a pas. C'est vraiment très différent.
En soi, la relation finalement évolue un petit peu de la même manière, donc ça n'a rien de choquant, mais il y a beaucoup de détails sur lesquels Netflix a pris une liberté considérable. Je vous ai dit que ça se déroulait un petit peu au 19e siècle, mais c'est vrai que on n'en a pas tellement le ressenti, j'ai l'impression. Soit vous avez les bals, soit vous avez les belles tenues, mais en fait, comme on suit surtout Daphné et Simon, entre eux, quand il y a vraiment des petites coutumes ou un espèce de respect, c'est un petit peu pour taquiner, vous voyez ce que je veux dire, et non pas parce que c'est l'époque. Daphné, elle, est extrêmement libre par rapport aux femmes de cette période-ci, et du coup ça tranche un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, on a moins les pieds dans le 19e siècle, donc ça c'est un petit peu dommage parce que c'est ce qui m'intéressait, ce côté romance historique, vous voyez ce que je veux dire. Mais au-delà de ça, si on parle seulement de la relation, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un rythme de lecture très très lent. Personnellement, je n'ai jamais lu du Jane Austen, mais on compare beaucoup le rythme de Jane Austen avec ce qu'on retrouve là-dedans en termes de lenteur. Donc vous avez un petit peu un point d'ancrage si c'est un auteur qui vous parle un petit peu plus qu'à moi. Mais il n'empêche que l'histoire était tout simplement mignonne. Alors oui, vous avez un certain twist qui fait qu'il y a des personnes qui vont se mettre à détester un personnage. C'est le même twist qu'il y a sur Netflix, très clairement. Mais il n'empêche que moi du coup comme je m'y attendais, j'ai pas cette rancœur envers le personnage, donc au moins vous êtes un petit peu prévenus. C'est mignon, c'est sympa, mais enfin c'était pas foufou. Voilà, vraiment j'ai pas trouvé ça foufou. Après on m'a dit surtout que la suite était beaucoup mieux, surtout que le tome 2 porte sur Anthony, chaque tome porte sur un personnage de la famille Bridgerton et ils sont donc 8 et selon leur ordre de naissance ça correspond du coup à la lettre de l'alphabet. Le premier né étant le A, le deuxième né étant le B, etc. Et Anthony c'est un personnage qu'on entrevoit un petit peu là dans ce tome-ci. Et il a l'air vraiment bien Anthony, enfin il est drôle, il est intelligent, il est très taquin, etc. Je pense qu'on va moins s'ennuyer, en tout cas avec lui, qu'avec Daphné. Donc j'ai passé un bon moment, mais voilà, je vous avoue que ce n'est pas non plus l'éclate quoi. Je vais prendre la décision de trancher, de twister vers un coup de cœur, comme ça au moins on remet un petit peu les pendules à l'heure, avec notamment un petit jeunesse qui est auto-édité. C'est ce petit bébé-ci, à savoir Verveine et l'équinoxe d'automne. C'est écrit à deux mains, mais en fait il y a des personnes qui dessinent et des personnes qui écrivent en réalité. Puisque vous avez Hélène Louise qui est autrice et Caroline Millet qui a en fait dessiné du coup toutes les petites illustrations qui sont à l'intérieur de ce livre. Je vais vous glisser quelques plans, il y en a une notamment magnifique avec la maison de la petite Verveine que j'aime particulièrement. Et pourtant pour un jeunesse c'est pas forcément là où j'aurai le plus facilement de coup de cœur pour tout vous avouer. Je l'ai plus aisément dans un milieu plutôt young adulte. Bon, fantasy fantastique c'est ce qui est ici puisque c'est une sorcière en réalité. Donc on est dans un milieu fantasy ici. Mais c'est vrai que la jeunesse ça m'est jamais vraiment arrivé d'avoir un coup de cœur. Bon, autre que Magic Charlie, voilà. Passons là-dessus. Et en réalité dans cette histoire on va suivre notre petite Verveine. Verveine est une sorcière, il n'y en a à peu près qu'une par village et du coup elle est obligée d'évoluer toute seule et d'essayer d'apprendre les choses par elle-même, etc. Elle est accompagnée d'un fidèle petit tout mignon hérisson qui s'appelle Gédéon, alors Gédéon, je sais pas comment on dit exactement, et en plus une petite pumpkin, une petite citrouille trop mignonne qu'elle a ensorcelée et depuis elle a décidé que c'était sa copine. Donc voilà, on suit cette ribambelle de personnages-ci et en réalité Verveine a très peur de voler. Elle arrive à voler mais elle a un vertige qui la bloque totalement, elle ne peut pas voler à plus de 2 mètres de hauteur, donc c'est très frustrant pour elle, surtout qu'en réalité vous avez un rassemblement de sorciers et de personnages en tout genre, vous avez des garous, vous avez des, je crois qu'il y a des druides aussi, des choses comme ça, et en fait elle converse depuis très longtemps à distance avec un ami qui est devenu son meilleur ami et ils sont censés se rencontrer à la prochaine rencontre. Elle ne lui a jamais dit qu'elle avait une trouille bleue du vertige et de ce fait t'as une trouille bleue, elle a peur de la hauteur. Ou elle a le vertige, mais pas une trouille bleue du vertige. Ça se dit pas trop. Donc en fait elle va devoir faire des pieds et des mains pour ne plus avoir cette peur, pour pouvoir rencontrer son ami et enfin, parce que là-bas c'est aussi où les sorciers et sorcières se font évaluer, puisque comme je vous ai dit, en réalité ils sont tous seuls dans leur village, donc pour voir un petit peu s'ils ont des lacunes ou non, et bien ils doivent aller là-bas et montrer ce qu'ils doivent faire. Et elle ne l'a encore jamais fait Verveine, alors que depuis très longtemps elle pourrait y aller. Donc on attend un petit peu tout ça dans cette histoire-ci, et il y a énormément de points super intéressants. Déjà le personnage de Verveine, je la trouve adorable, je la trouve touchante, je suis là derrière à la soutenir, mais vas-y tu peux le faire ma grande, vas-y, mais vraiment je l'ai aimée tout de suite, elle m'a conquise et j'ai l'impression que c'était une petite sœur
avec laquelle je devais lui tendre la main et l'aider tout simplement, l'emmener avec moi. Au-delà de ça, Verven essaye d'affronter sa peur et je trouve qu'il y a vraiment, on va dire, une manière très méthodique pour cette petite demoiselle d'essayer de comprendre sa peur et de la résoudre. J'ai trouvé que c'était très judicieux justement d'instaurer cette manière de penser dans ce petit roman pour les plus jeunes. Même moi finalement je me suis dit, bah, écoute, si vraiment un jour j'ai une peur comme ça ou tout du moins un souci qui fait que je pourrais être amenée à penser de cette manière, mais clairement je copierais sur ce qu'a fait Hélène et j'essaierais de résoudre mon problème comme ça parce que c'est finalement c'est très ludique mais en même temps c'est très plausible et on a une solution qui peut nous apparaître relativement facilement. Et donc la deuxième partie du roman, une fois que Verven est finalement dans ce rassemblement, c'est trop intéressant, on rencontre plein de personnages, on rencontre des personnes qui ont des pouvoirs différents, qui ont des affinités différentes, des caractères qui sont tout aussi touchants et en même temps enfin vous souriez, vous levez un petit peu les yeux genre oh t'abuses, etc. Et toute cette partie vraiment pratique de la magie et quelques petites révélations et rebondissements ont vraiment su me plaire. Le tout, comme je vous ai dit, charmé par les dessins de Caroline que je trouve absolument adorable. Donc sachez que vous pouvez toujours craquer sur ce roman-ci. Pour le moment, il est uniquement sur la boutique de l'autrice, donc de Hélène Louise. Je vous mettrai ça en barre d'informations, puisqu'en fait Caroline Millet a décidé depuis peu de se lancer à son compte pleinement illustratrice. Bon, elle a aussi écrit un autre roman qui est caché tout là-haut, donc je vais pas vous le montrer. Mais normalement, il y a la suite qui doit arriver des aventures de Verven. Donc très clairement, dans cette histoire, vous avez vraiment tous les tenants et les aboutissants concernant cette première histoire de Verven, mais je voulais faire d'autres choses sur Verven, vous voyez ce que je veux dire? C'était normalement prévu pour cette année, mais par rapport au projet de nos deux demoiselles, c'est repoussé je crois à l'année prochaine, enfin quand elles pourront, tout simplement. Mais au moins il n'y aura pas de frustration à la fin de ce bouquin-ci, mais j'ai quand même très hâte de découvrir la suite parce que j'ai été totalement conquise. J'ai ensuite lu un intemporel, un roman dit culte en réalité au Japon, c'est ce petit truc-ci. Il s'agit de La traversée du temps de Yasutaka Tsutsui aux éditions de l'école des loisirs. Donc il est vraiment mini size. Il fait combien cette affaire? Il fait moins de 200 hein. Oui, il fait 123 pages, donc vraiment tout petit. Et en fait dans cette histoire on va être amené à suivre Kasuko. Kasuko en fait d'un coup ne va pas comprendre ce qui va se passer et elle va revivre la même journée que celle qui vient d'être vécue. Et du coup elle va se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il y a un espèce de saut dans le temps? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que elle qui s'aperçoit de ça en réalité? Et on va voir tout simplement l'aboutissement final de cette histoire, les explications. Je pense que le fait que c'est un roman qui ne constitue que 120 pages l'a clairement défavorisé. L'histoire en soi est intéressante, on arrive un petit peu à apprécier les personnages mais ça reste très finalement superflu à cause justement de la longueur de cette histoire qui est trop peu malheureusement. Alors que vraiment l'idée était excellente, totalement. Quand vous commencez vraiment à vous immerger, à comprendre l'histoire, à commencer à vous dire ah c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela, mais en fait vous avez déjà la réponse, c'est terminé, c'est fini, l'histoire est finie. Donc c'est ça qui est vraiment dommage. Je peux comprendre que ça peut être intéressant à utiliser dans un cadre plutôt scolaire, puisque c'est un roman culte notamment dans les écoles au Japon, mais c'est dommage, ça m'a créé une frustration parce que je pense qu'il aurait pu être tellement mieux si finalement l'auteur avait pris la décision d'étoffer un petit peu plus l'histoire. Voilà, c'est vraiment ce que j'en retiens personnellement. Donc je préférais vous le dire. Au-delà de ça, il coûte pas grand chose, hein. Pour 5,80€, bah, c'est quand même un bon moment. Mais j'ai cette frustration-ci et vous savez, je suis franche, donc je préfère tout simplement vous le dire. Avant de passer un coup de cœur, on va passer sur une déception. C'est dommage hein, parce que là vraiment, je vous ai parlé de... j'ai déjà parlé de un service de presse, celui-ci. Bon bah malheureusement l'entame n'était pas folle pour moi dans ce premier tome, je vous l'ai dit. Hein. J'attends vraiment la suite. Donc là j'ai le tome 2 Anthony qui j'ai reçu, l'autre intégrale de toute façon de J'ai lu. Et là je vais vous parler d'un autre SP qui bah malheureusement n'a absolument pas fait carton plein avec moi non plus. C'est L'année de toi de Nina De Passe aux éditions Hugo. Donc en fait c'est une sortie de l'année dernière mais là elle est sortie en version poche et cette histoire aurait vraiment pu avoir tout pour me plaire. Donc c'est la collection New Way, donc c'est un contemporain mais sans que ce soit vraiment uniquement autour d'une romance. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'au cœur de ce récit on va évoluer avec Kara. En réalité Kara est américaine et en fait le jour du nouvel an il s'est passé quelque chose de tragique, un accident vraiment horrible qu'on ne souhaite à personne et du coup sa meilleure amie malheureusement décède. Kara est donc plongée dans un chagrin immense puisque on parle énormément de culpabilité, vous voyez un petit peu le dessin, et du coup sa mère ne sait plus comment faire pour l'aider. Elle va donc être envoyée dans une école, je crois que c'est en Irlande ou en Écosse, quelque chose comme ça, où là-bas finalement elle ose espérer qu'elle va reprendre sa vie depuis le début, etc. etc. Donc
finalement c'est très intéressant d'aborder ce genre de sujet, de culpabilité, ce qui peut nous ronger, de mettre des mots dessus, d'essayer de se faire comprendre aussi quand on arrive à passer le cap de vouloir en parler, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Déjà, pourtant je suis pas très forte en français, je vous ai dit, moi je suis... on va dire une femme de science, j'ai toujours préféré la physique, la SVT, les mathématiques, la bactériologie, la pharmacologie, la biologie moléculaire, la culture des cellules, enfin j'en passe des meilleurs. Mais il y a beaucoup de fautes d'orthographe, il y en a quand même beaucoup, je trouve ça très dommage sachant que du coup c'est un roman qui a déjà été édité et je pense que depuis le temps il y aurait pu avoir une correction d'apporter, alors peut-être qu'ils n'ont pas eu d'écho là-dessus, je ne sais pas. Moi en tout cas j'essaierai de leur dire par mail que effectivement si je peux me permettre, il y a pas mal de fautes d'orthographe, il faudrait peut-être faire une autre correction parce que autant on lâche énormément les auto-édités, les livres qui sont issus d'auteurs indépendants quand ils font des fautes, autant quand c'est une maison d'édition qui est très populaire, je suis désolée, ça doit être vécu entre guillemets de la même manière. Il n'y a pas de raison qu'il y en a qui se prennent un carton rouge alors qu'il y en a d'autres qui se prennent un carton jaune quoi. Oui, si vous posez la question, j'ai un amoureux qui est très fouteux. Après ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est le côté où Kara va finalement réussir très vite à vider son sac quasiment auprès d'inconnus. Elle les connaît depuis pas longtemps, ses camarades de classe, et avec une personne, on ne sait pas pourquoi, ça va passer, elle va tout dire. Je dis bon, ça c'est pas très plausible. Mais surtout, en fait, dans ce roman, j'ai l'impression que l'autrice a essayé de faire en sorte qu'on puisse traiter plein de sujets différents parce que chacun des protagonistes qu'on va suivre dans cette école a un gros problème en fait. Et j'ai trouvé que c'était trop énorme. Kara a un problème, la personne masculine qui s'est rapprochée d'elle a aussi un gros pépin. Celle qui peut être un petit peu comme sa nouvelle meilleure amie a des soucis monstres. Il y a que, on va dire, le dernier protagoniste qui a un souci qui est quand même assez important, mais par rapport aux autres qui l'est un petit peu moins, on va dire ça comme ça. Mais ils ont tous des problèmes quoi. Et du coup, je trouve que ça rend moins légitime la culpabilité que peut avoir Kara par rapport à son problème, qui est pour moi beaucoup plus conséquent que les autres. Bon, quoique le protagoniste masculin avec qui elle est très proche, il en tient une bonne couche, je vous avoue, il en tient une bonne couche aussi, mais du coup j'ai pas trouvé ça plausible, ça m'a gênée, vraiment ça m'a bloqué dans ma lecture et du coup c'était dommage. Par contre, à côté de ça, il a un côté vraiment très patch, non pas des patchs, très page turner en réalité, parce que même si j'ai beaucoup de choses à redire dessus, comme vous l'avez constaté, mais j'ai tourné les pages très facilement, j'avais plus du mal à le poser une fois que j'étais dedans. C'était dur pour moi d'y aller parce que j'avais toute, on va dire, ce bagage finalement qui fait que ça me bloquait parce que je savais déjà que les fautes me gênaient, je savais déjà que finalement ce côté où tout le monde a des problèmes, où on parle facilement etc, sans pour autant parler facilement d'autres personnes, on est vraiment sur deux poids deux mesures, ça me pompait un petit peu et pourtant une fois que j'étais dedans, je voulais y rester. Vous voyez, c'est aussi assez ambigu quand on y réfléchit. Je pense que la plume de l'autrice a ce côté assez addictif qui vous donne envie de tourner les pages. Après, je pense qu'il faut quand même tenter l'expérience parce que j'ai vu d'autres retours sur ce roman. Très clairement, on n'est pas non plus énormément à avoir ressenti ce que j'essaie de vous exprimer là tout de suite maintenant. La plupart des gens ont su l'apprécier. Donc peut-être, qui sait, pourquoi pas vous. On va donc passer sur un autre jeunesse, encore une fois c'est pas folichon, ne vous inquiétez pas, on va finir avec un coup de cœur, comme ça ce sera fait. Je vais vous parler du coup des Willoughby de Lois Lowry, donc c'est aux éditions l'école des loisirs. Alors en fait cette histoire, pour la résumer le plus simplement du monde, on va suivre une famille, donc vous avez des parents et des enfants, et en fait si vous voulez les enfants essayent de pourrir la vie aux parents et les parents essayent de pourrir la vie aux enfants. Les uns et les autres veulent vivre en fait sans les uns et les autres, les parents veulent se débarrasser des gosses et les gosses veulent foutre les parents à la porte. Ouais, c'est assez atypique pour le coup. Au-delà de ça, après du coup on va essayer de les voir, ça va se passer, très clairement il va avoir lieu ce changement-ci. Et après on va voir l'évolution des parents de leur côté, quelque peu, pas énormément, mais surtout comment on va évaluer notamment les enfants, puisque les enfants ont une nourrice, qu'est-ce que la nourrice va leur apporter, etc. etc. Non. je dis non. Pour moi, il y avait de l'idée. Pour moi, c'est intéressant d'évoquer ce genre de sujet un petit peu finalement à la Hansel et Gretel, pourquoi pas, vous voyez. Mais il y a tellement de choses qui m'ont dérangée. Alors déjà, la plume, pour moi, elle est très barrée, elle est très pétée. Ça passe ou ça casse, pour commencer. Vous avez un côté extrêmement loufoque, si vous préférez. Un petit peu Tim Burtonesque, en réalité. Et ça, déjà, il faut savoir, parce qu'on aime ou on n'aime pas. Donc, au-delà de ça, il y avait des incohérences dans l'histoire, c'est comme si un jour on vous disait elle a les cheveux violets, le lendemain elle avait des cheveux bleus, je fais
si ça c'est pas très bien, hein. Je pense que la relecture malheureusement a manqué, ou en tout cas la bienveillance qui aurait fallu faire preuve vis-à-vis de ça, la surveillance de ce bouquin, je sais pas, mais il y a quelque chose qui a péché du coup pour qu'il y ait cette incohérence-ci. Et au-delà de ça, alors soit on essaye de nous vendre ça comme une histoire qui se déroule il y a longtemps, un petit peu comme les vieilles histoires pardon, avec les orphelins qui sont tout seuls, tout ça. Ouais mais non, il y a des trucs, c'est pas possible, c'est absolument pas possible. Il a pas été écrit il y a si longtemps, mais il y a des incohérences en termes, on va dire, en termes de personnages, en termes d'écriture, et des choses, c'est affreux. Enfin, le grand frère, déjà, pour moi, il martyrise tout le monde. Et puis, la petite, elle est pas battue, mais enfin, c'est une forme de violence, on va dire, psychologique qu'il y a dedans. Enfin, c'est super bizarre. Je dis non, quoi, c'est pas possible. Il y a des trucs, ça a des années-lumière, c'est pas possible. J'ai pas retenu du bon de cette histoire, je pourrais pas vous dire quelque chose de bien. Vous avez vraiment ce côté, mais dans tous les sens, hein. Autant les orphelins au début de l'histoire qui ne le sont pas et qui sont abandonnés par leurs parents. Et après il y a un autre gosse qui va finalement dire à sa mère, bah je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. La mère elle dit ok ciao, mais non mais jamais jamais hein. Et à côté de ça on essaye de vous montrer que c'est quelque chose qui peut être quand même assez réaliste. Mais non, même à l'époque, ça ne l'est pas, c'est pas possible. C'est très dur à exprimer, mais pour moi, ça ne l'a pas fait. J'espère avoir su quand même mettre des mots là-dessus, parce que peut-être que ça peut vous convaincre, ce côté assez burtonien, tout simplement. Mais non, je sais que Lois Lowry a notamment écrit Le Passeur. On m'a dit, mais Kimi, enfin... ne te base pas sur ce livre-ci, Le Passeur est super bien de cet auteur, il faut que tu lises. Je ne brigade absolument pas l'auteur, mais par contre cette œuvre-ci, personnellement, je peux pas vous la recommander. Ah, vous avez l'habitude avec moi, hein, je suis nature confiture. Hein. Ça plaît, je vous le dis, ça passe pas, mais ça passe pas, je vous le dis aussi. Alors là, on va terminer sur un coup de cœur. Un coup de cœur dont déjà bon nombre de Kimicho sont au courant pour la simple et bonne raison qu'on l'a lu tous ensemble. En réalité, il s'agit du coup du tome 1 de Keleana de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Lecture commune qui a été organisée du coup sur mon Discord. Sachez que si ça vous intéresse, bon le Discord il n'y a pas que des lectures communes, hein, il y a énormément de sujets, vous pouvez vraiment discuter entre vous, ça se fait tous les jours, j'ai plein de notifications sur mon portable toutes les heures parce que vous conversez sur le Discord et ça me fait hyper plaisir de voir que ça peut vous apporter quelque chose en dehors des lectures communes. Et du coup, dès le 18, on aborde celui du faiseur de rêve. Hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, ça peut peut-être vous intéresser. Mais dernièrement, c'était Keleana qu'on s'est fait. Hein. Et pour le coup, moi, qui ne connaissais pas Sarah J. Maas, moi, y ai adoré. Moi, y ai kiffé. C'était archi bien. On va donc suivre Keleana, dite l'assassineuse, qui est du coup l'intitulé de ce premier tome, qui en fait a été apparemment balancée par quelqu'un. Parce qu'elle était vraiment... impossible à trouver, à identifier et du coup à capturer, sauf qu'elle se serait fait balancer par quelqu'un, il y aurait une poucave dans l'histoire et de ce fait elle se retrouve à Andovier qui est un espèce de camp où elle doit travailler dans les mines, où ils sont fouettés etc. Enfin c'est très compliqué pour Keleana, sachant qu'elle est dans le top niveau des assassineuses, hein. C'est vraiment l'une des meilleures du pays. Et ensuite un jour il y a le prince qui rapplique et qui lui propose un job. C'est simple, il y a on va dire un tournoi de champions où vraiment vous avez tout ce qu'on peut appeler les brigands, les voyous, les pires du pays hein, qui vont s'affronter avec différentes épreuves et au-delà de ces épreuves il n'en restera qu'un. Il deviendra du coup champion officiel du roi pendant un certain temps et après qu'il ait fait ce temps-ci, il aura gagné sa liberté. Toutes les personnes qui n'auront pas réussi à gagner le championnat, et bien eux, hein, vous repartez d'où vous venez, hein, si c'est en prison, si c'est à la mine, si c'est... vous rentrez chez vous, merci bien. Vous vous doutez bien que Keleana, qui n'arrive absolument pas à s'évader de ce fameux endroit nommé Andovier, et bien va finalement accepter, hein, pour elle c'est une opportunité, au pire elle se dit je peux très bien essayer de m'échapper du palais, ça peut le faire. Et en fait là-bas on va la suivre notamment avec différents personnages. On va suivre le prince qui a une importance, on va suivre le capitaine qui va être là en fait pour l'entraîner, pour la former au possible à ce fameux tournoi qui a aussi son importance plus. Hein. Le prince c'est Dorian et le capitaine c'est Kaol, je ne sais pas, voilà. Et vous avez une autre princesse qui est là-bas, qui est une princesse on va dire d'une contrée où actuellement on essaye de les brider, on essaye de tuer tout le monde, de trouver les rebelles etc. Donc elle est là pour une raison précise, pour essayer un petit peu d'apprendre les coutumes et mœurs, excusez-moi je suis interrompue, les coutumes et mœurs du peuple principal, si on peut dire ça comme ça, c'est un petit peu ambigu mais voilà. Et du coup tous ces personnages-ci sont très importants dans l'histoire avec Keleana. Sachez que
le championnat ne va absolument pas se dérouler comme prévu, il va y avoir beaucoup d'embûches, il va y avoir des personnes qui vont mourir pour diverses raisons, je vous laisserai découvrir ça, et est-ce que Kaylana va survivre ou non, si elle survit, est-ce qu'elle va gagner, est-ce qu'elle va être envoyée, et en plus de ça, autant vous dire qu'il y a tout un côté fantastique, enfin il y a un truc, waouh, je pensais jamais trouver ça là-dedans. Quand c'est arrivé, c'est un peu arrivé on va dire comme un cheveu sur la soupe, mais ça m'a pas gêné, hein. C'était juste que c'était tellement inattendu pour moi. Je me suis dit mais Sarah t'es en train de me faire quoi? Ouais, j'étais prise par le truc, hein. C'était vraiment bien, je vous l'ai dit, c'est un coup de cœur, je vous l'ai pas caché. Mais c'était, enfin tout était génial. Donc, est-ce que vous voulez savoir s'il y a de l'amour dedans? Oui, dès les 50 premières pages sur le Discord, on se disait ok, il y a de l'amour, il y a peut-être un triangle amoureux. Il y a un triangle amoureux, hein, voilà, ça c'est dit, tout ça, ceux qui n'aiment pas. Moi je trouve qu'il est pas gênant ce triangle amoureux, enfin il prend pas part sur l'histoire, elle fait pas la girouette tout le long non plus du récit, il n'y a pas tout ce côté-ci, et du coup je pense que c'est important de vous le préciser. Est-ce que j'ai adoré la plume de Sarah Jimas pour cette première découverte? Et oui, oui, j'ai les 3 premiers tomes du coup d'Akotar dans ma palle, pas loin, je les ai rangés tout à l'heure, que m'a quasiment tout offert ma choupette, Alison, donc voilà, pour ne rien vous cacher. Est-ce que je vais me prendre le 2 Saxus qui sort bientôt là, c'est Crescent City? Oui, aussi. Non mais Sarah Jimas m'a pécho, il n'y a pas d'autres mots, voilà, il n'y a pas d'autres mots pour parler un petit peu plus familièrement, mais c'est vrai que non, il était incroyable, j'ai été captivée par l'histoire, on était vraiment à voir, en train de nous balancer sur le Discord, pardon, tout plein de solutions, en tout cas tout plein d'hypothèses sur qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, si ça, bang, alors combien de fois on est parti très loin, mais c'était super bien, c'est l'une des meilleures lectures communes que j'ai faites parce qu'elle était très vivante et on avait toutes et tous, bon tous tu étais tout seul hein, mais c'est pas grave, toutes et tous en fait vécu l'histoire et on était toutes et tous avec 1000 idées en tête qu'on a adoré se partager tous les soirs. Très peu de personnes n'ont pas eu de coup de cœur, il y a même une personne, voilà, ça a vraiment pas fait pour diverses raisons. Déjà je crois que ce qui l'a gêné c'est qu'ils sont tous beaux dans l'histoire, alors bon, moi j'étais moyennement d'accord parce que une patounette de chien, parce que le capitaine Kaol n'est absolument pas décrit comme beau, au contraire, on lui dit qu'il a un petit charisme mais qu'il est loin d'être un beau jeune homme, donc voilà. Après on a tous des arguments, moi je vous donne les miens, moi les miens c'est très simple, c'est un coup de cœur, je peux pas vous le décrire mieux que ça, c'est un coup de cœur, pour moi il faut découvrir Kaylana, j'ai adoré, tout simplement. Et bien voilà les petits michous, ça y est, j'ai terminé de vous parler bouquin. J'adore, ils viennent me demander des câlins quand maman est occupée. Hein, c'est vraiment loutre. Oui, c'est ça, c'est une saphir à loutre si vous ne savez pas. Mais du coup, je peux d'ores et déjà vous dire que dans le... Attention à ta patoune, toi. Le prochain update lecture, je peux vous parler du tome 1 des Brumes de Sandrelune de Georgia Caldera, autrice française. Et également du coup du tome 1 des Chroniques lunaires également que j'ai lu. Après si vous regardez mes vlogs vous êtes au courant de tout ça de toute façon, mais au moins les points lecture là-dessus arriveront bientôt, avec également le premier tome de La Marque des Anges de Laini Taylor, voilà, et aussi Olu du coup de Lisa Ballantine, tout ça ce sera retrouvé notamment dans le prochain update lecture. J'espère que celui-ci vous aura permis un petit peu d'aiguiller pourquoi pas vos futurs achats ou vos futures wishlist, sorties de pal, tout ça. Je suis en train d'essayer de me faire dévorer là, je suis désolée pour le moment câlin. Mais Jade, quand il demande du câlinou, moi je dis pas non, enfin du câlinou, j'ai câlinou, tout simplement. Je vais donc vous laisser là les petits michous. Comme d'habitude, si vous voulez mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, partager, avec grand plaisir, je suis toujours présente pour vous remercier, vous répondre s'il y a des questions, tout ça. Et en attendant la vidéo de mercredi, on vous fait des bisous, on fait des bisous, bisous maman. Oui, on fait des bisous et on vous dit à très bientôt. Donne ta patoune, vite. Ciao tout le monde.